Hello Raphaël, Salut Lucas. comment ça va aujourd'hui? Bah ça va bien, merci. Et toi? Ouais, super, super. Écoute, on est là pour parler de toi et surtout de ton projet Levia, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Eh ben écoute, je te laisse te présenter et présenter ton projet. Ok, ça marche. Bah Raphaël Gig, bientôt 30 ans. J'ai fondé Elevia il y a un an, un peu plus d'un an et demi, en janvier 2025. Concrètement, Elevia, c'est un écosystème pensé pour les studios et pour les freelances, mais surtout sur de la prestation de services. Qui regroupe un peu tout ce que tu as besoin pour piloter le business. Donc ça, on va t'accompagner de la recherche du lead jusqu'à la livraison de ton projet en passant par la facturation, bien évidemment. Ok, très simple. Il y a des outils pour tout ce qui est freelance, etc. Et on sait qu'il y en a beaucoup. Des Malt, des Notion. Pourquoi est-ce que tu as décidé de créer cet écosystème plutôt qu'un petit outil justement de niche? Ouais, bien sûr. Bah alors déjà principalement parce que j'ai démarré en tant que freelance, freelance en termes de développement web et j'ai utilisé tous ces outils et justement dont tu parles et il y avait à chaque fois une certaine frustration de pas pouvoir tout centraliser au même endroit. Donc je me suis mis un peu à la place des autres. J'avais des connecteurs finalement, des automatisations pour aller remonter la data d'un outil à un autre, mais je cumulais les abonnements et en fait tous ces outils étaient pensés pour tout le monde, mais pas vraiment pour le cœur de mon métier. Et du coup c'est comme ça que je me suis mis un peu à penser à Elevia. Ok, ok, très bien. J'ai vu que sur X, donc Twitter, tu parlais un petit peu de tout ça, de ta construction, building public comme on dit. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à tout montrer depuis le premier jour? Est-ce que c'est par rapport au fait que tu veux montrer et que ça attire des clients? C'est quoi la raison? Ouais, bon, il y en avait plusieurs déjà. J'ai un peu copié ce que les autres faisaient, on va dire ça. Ça a été un peu le moment où tout le monde faisait du building public, donc je m'y suis mis aussi. Même si à la base je suis pas vraiment rédacteur, donc savoir de quoi parler c'est un peu compliqué. Mais d'un autre côté, je me suis dit que c'était bien pour un projet comme ça, de documenter un petit peu tout ça en public, dire Mhm. par quoi je passais, les frustrations, les difficultés, mais aussi finalement le côté positif de l'outil. Et donc c'est un peu comme ça que je me suis mis à écrire sur X et puis aussi sur LinkedIn en parallèle. Donc Ok. voilà. En parlant de côté positif, est-ce que tu peux nous dire la date de lancement et les chiffres que tu as fait? Parce que tu as déjà obtenu quelques clients, en tout cas quelques bêta-testeurs qui ont validé l'outil. Ouais, bien sûr. Bah alors globalement, on a commencé à développer l'outil en janvier 2025. Il a été lancé en décembre 2025 en bêta. On a fait 2 mois de bêta jusqu'en février, où là on a eu à peu près une cinquantaine d'utilisateurs qui ont testé l'outil, qui sont inscrits. Certains ont plus testé que d'autres, on va dire ça comme ça. Et après début mars, on a décidé de lancer en V1 l'outil. Mhm. Donc là, on a eu 4 utilisateurs qui ont souscrit, donc parmi les bêta-testeurs. Et derrière, on est allé un peu à la pêche aux informations de pourquoi les autres bêta-testeurs n'avaient pas mis la carte quelque part. Donc beaucoup, c'est par manque de temps parce qu'ils n'ont pas vraiment testé l'outil. Pour autant, les 4 utilisateurs qui ont souscrit, finalement, ils ont continué de tester l'outil. Donc, on a arrêté en fait la commercialisation de l'outil parce qu'il nous en remontait beaucoup de bugs. Donc du coup, je me suis un peu focalisé à corriger ces bugs et on a relancé finalement début mai. Donc officiellement, ça fait réellement 3 semaines que l'outil est en production. Ok, trop bien, trop bien. Ça fait combien à peu près en chiffre d'affaires? Voilà, Pour... j'ai passé le cap des 1200 d'ARR, donc on est à peu près à une centaine d'euros de MRR Mhm. avec ces 5 utilisateurs. Ok, ok, ok. Tu peux nous parler un petit peu de la stratégie de prix que tu as mis en place? Ouais, bien sûr. Bah alors au départ, Elevia, quand je l'ai lancé, il y avait 2 packs, Mhm. qui permettaient d'avoir accès à la moitié des features pour l'un des packs et la totalité des features pour l'autre. Et en fait, avec le retour des bêta-testeurs, beaucoup nous ont dit, oui, c'est un outil très concret et très complet, mais trop complet par rapport à mon stade d'avancement. Donc, du coup, on a décomposé l'outil maintenant en modules et globalement, tu as 2 forfaits, un forfait qui comprend tous les modules et un forfait à la carte. Et dedans, on a les Mhm. modules et tu peux souscrire aux modules qui sont pertinents pour toi.
Ok. J'ai vu dans ta bio que tu avais un objectif de 10 000 € par mois. C'est quoi pour toi ça? C'est un cap psychologique? C'est Ouais, vraiment un besoin qui est nécessaire pour aller encore plus pousser la structure? non, c'est surtout un cap symbolique. On va dire que quand j'avais lancé mon studio, donc il y a 3 ans, j'avais déjà ce cap-là. Je l'ai franchi. Après, j'en avais un peu marre de gérer des clients pour de la création de sites. Donc, j'ai voulu me lancer dans les SaaS. Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé Levia et je garde ce cap symbolique dédié à MRR. Ok, trop bien. On a parlé de ta documentation sur X, Twitter. Est-ce Ouais. que ça t'a ramené des clients euh, justement grâce à ça? Et c'est quel type de clients qui ont payé? Ouais, bah alors ça en a ramené un peu plus de la moitié, puisqu'en fait 3 sur 5 viennent de Twitter. Et ce qui est d'ailleurs très drôle, c'est qu'à la base j'ai lancé Levia en mode un peu francophone, donc ciblé la France en priorité. Mhm, Sauf que sur Twitter je parle qu'en anglais, tous mes posts sont en anglais principalement. mhm. Donc en fait les 3 clients, c'est des clients internationaux et Ah qui ouais? sont pas du tout basés en France. Ah ouais? Ok. Donc Tu sais ouais. un petit peu les pays? Ouais, bah il y en a un en Estonie, il y en a un à New York, et puis il y en a un à Israël. Ah, c'est fou ça. Ok, ok, ok. Bah finalement, tu vas peut-être pousser plus l'anglophone que. Bah c'est ça. En fait, je pousse l'anglophone et puis les clients internationaux, ils sont peut-être un peu moins frileux à mettre la carte bancaire que les clients français. C'est une réflexion que beaucoup se posent. Ouais, ouais, bah, je suis pas mal de créateurs de ça justement et beaucoup prennent ce virage de dire maintenant je vais aller chercher les US, c'est plus simple et puis bah les Français ils suivront s'ils ont envie quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils apprendront l'anglais et puis. Voilà, exactement. Je vais te demander comment est-ce que tu as fait pour gérer la transition entre la waiting list et l'ouverture officielle de l'outil. Ouais. Et quelle a été ta stratégie en termes d'emailing, si tu en as une en tout cas, quelle était cette stratégie pour aller convertir tous ces visiteurs, ces curieux en acheteurs? Ouais, bah, je pense que c'est là où je me suis un peu raté. On va dire que j'ai un background de développeur et pas de marketeur, donc du coup en fait j'avais pas vraiment de stratégie. Globalement en fait entre le passage du build, enfin de la bêta et de la V1, on avait un groupe WhatsApp où il y avait tous les bêta-testeurs dedans. Donc du coup on a fait une annonce sur WhatsApp. Derrière ils sont passés sur la V1 ou pas. En sachant que sur la V1, il y a toujours 14 jours d'essai, donc ils y avaient le droit aussi. Mhm. Et en fait, toute la partie emailing, je suis complètement passé à côté. Voilà, donc et encore aujourd'hui, il n'y a pas de campagne emailing. Il y en a une qui va être lancée à partir de lundi. Justement, je l'ai retravaillée. J'en ai deux maintenant. J'en ai une pour ceux qui s'inscrivent en free trial, et puis une pour récupérer ceux qui n'ont pas mis la carte bancaire après les 14 jours d'essai. Voilà, donc il y a 2 campagnes, mais qui n'existaient pas du tout au lancement, quoi. Ouais, ça demande certaines compétences entre guillemets, donc forcément tu testes et tu vois quoi. Ouais, c'est ça. Et puis comme moi, le marketing, c'est vraiment pas mon dada, quoi. C'était compliqué d'allouer du temps dessus, déjà par motivation aussi. Mais là, bon, bah, voilà, depuis début mai, maintenant, j'alloue tout mon temps sur le marketing, justement pour rattraper ce retard. Et là, on parle de marketing et du coup au niveau de la vente, comment est-ce que tu fais pour aller vendre ça? Comment tu convaincs un freelance de quitter Ouais. Dailymotion, par exemple, Bah qui a alors, mis des mois à paramétrer? ouais, c'est compliqué. Non, bah globalement, ça passe par 2 étapes. Déjà, je les contacte sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn ou Twitter, mais principalement LinkedIn pour le coup pour le démarchage, c'est Mhm, qui est un peu plus simple à cibler. Derrière, j'appuie principalement bah, sur les pain points hein, que l'outil résout, donc principalement la frustration d'avoir plusieurs outils, les abonnements. La connexion entre les outils. Quand on parle à un développeur, on va dire qu'il se sent moins concerné parce qu'il a ses automatisations, mais quand on parle par exemple à un web designer, c'est plus compliqué. Et du coup, derrière, à chaque fois, on passe par l'étape de démo. Et c'est vraiment la démo qui convertit. En fait, aujourd'hui, je pense que j'ai environ 60 ou 70% des utilisateurs que j'ai eu en démo qui passent le cap d'aller tester l'outil et qui peuvent prendre un abonnement. Alors, on attend, mais d'ici quelques semaines, puisqu'en fait, globalement, ils attendent de faire la transition, d'avoir un nouveau projet pour basculer sur Elevia. Mais voilà, on les accompagne. Moi, je les accompagne sur la migration de leurs données aussi, si besoin.
S'ils ont déjà un CRM en place, voilà, on Ok. les accompagne. Et est-ce que tu as une fonctionnalité en particulier qui fait que les utilisateurs viennent et voudront rester? Ouais, Une en particulier. ouais, bah alors ça va dépendre du profil, encore une fois, mais on va dire que on a deux fonctionnalités principales. La fonctionnalité des propositions commerciales et la fonctionnalité des feedbacks clients. Et en fait, ça dépend un petit peu de l'utilisateur, à quel stade il en est. S'il en est à un stade d'essayer d'obtenir des clients, il va être plus concerné par les propositions, qu'il va adorer parce que on fait du devis modulable, parce que on dirait une landing page, etc. Et si par contre il a déjà des clients, etc., c'est vrai qu'il va être plus concerné par la partie feedback, puisque tout est géré et il a plus besoin de gérer ses feedbacks par mail ou autre. Donc voilà, ça dépend le stade d'avancement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, justement, j'allais te demander à quel moment précis là, un utilisateur d'Elevia va être ultra content et se dire, ok, bah, j'ai gagné X heures par semaine, 10 heures par exemple. Donc, Ouais, alors ça va être principalement quand il aura déjà passé 2 semaines à paramétrer son outil. ok. Donc là, faut déjà l'accompagner sur cette partie-là et qu'il lâche pas jusqu'au bout. Mais par contre, une fois qu'ils ont passé ce cap-là, c'est globalement quand ils ont vu la puissance d'avoir tout au même endroit. En fait, aujourd'hui, quand ils envoient leur proposition commerciale, ils font 2 clics et c'est converti en un projet, c'est converti en facture. L'onboarding du client, il est automatisé sur un portail client. Donc en fait, ils ont beaucoup d'étapes qui n'existent plus sur Eledia, qui sont automatisées ou en tout cas faites par un seul clic. Et la satisfaction du client aussi. Aujourd'hui, le client, il n'a pas 2 ou 3 outils différents à aller dessus et à prendre en main. Il en a Mhm. qu'un seul, c'est le portail client Eledia. Donc c'est Ok. vraiment à ce cap-là où tu as un peu ton A moment, entre guillemets, qui Ok. convertit. Je vais te demander du coup quand tu as un CRM un peu, tout, devis, gestion, etc. Tu as beaucoup de features. Comment est-ce que tu fais pour garder vraiment la meilleure expérience utilisateur possible constamment? Bah, globalement, c'est par ordre de priorité. Moi, j'ai développé les 6 modules qu'on a. Chaque Mhm. module avait des features de base, on va dire. Donc, le CRM, par exemple, n'était pas très évolué. Tu pouvais juste créer tes contacts et les entreprises, et tu avais un pipeline commercial. Et après, en fonction des priorités que nous remontent les utilisateurs ou la communauté, puisque je discute aussi avec des gens qui sont pas forcément utilisateurs, mais qui me disent un peu les points qu'ils aimeraient avoir, on priorise les développements. Et finalement, c'est plus un module qui va évoluer Mhm. beaucoup quand les autres vont un peu stagner pendant un certain temps. Et donc là, par exemple, bah, les propositions commerciales, on a alloué un mois de dev dessus. Donc là, aujourd'hui, je vais plus y toucher pendant plusieurs mois, mais par contre, on a un module proposition commerciale qui est, je pense, hyper canon et hyper complet. Là, aujourd'hui, je Très bien. m'attaque plus sur la personnalisation du portail client. Voilà. Mhm. Ok, super. On va passer un petit peu à la partie erreur, problème. Mm. Euh, Quelle a été la plus grosse erreur, ou le plus gros gâchis en tout cas, en termes de temps, en termes de développement, pardon, le plus gros gâchis de temps, là où tu as passé le plus de temps au niveau du développement, quelque chose que tu pensais que ça serait ultra pertinent, donc au final, ça n'a pas fonctionné, personne n'a voulu. Ouais, alors bah là, je pense que ça va être la facturation. Ah Concrètement, ouais? j'ai passé beaucoup de temps sur la partie facturation, mais en fait, il faut savoir que la facturation, pour beaucoup, ils ont des outils à côté qui sont gratuits, ou ils passent par leur banque, et donc du coup, bah, finalement, tout le monde a besoin d'une banque, donc t'as déjà l'outil dedans. Donc en fait, aujourd'hui, on a un module de facturation qui gère la TVA, qui gère les taxes des différents pays en Europe, etc. Un vrai Mhm. module complet, mais qui est finalement utilisé que par un seul des utilisateurs et pas par les autres. Donc je pense que là-dessus, j'ai passé facile 3 à 4 semaines et au final, bah c'est pas utilisé. Mais je perds pas espoir que ça sera utilisé quand même parce qu'on arrive au mois de septembre à la facturation électronique en France et en fait on est déjà labellisé en passant par un partenaire sur Mhm. la facturation électronique. Ah oui, Donc en c'est la fait loi 2026, c'est ça? c'est ça exactement. Et donc du coup, tu vas être obligé d'avoir un outil conforme. Et en fait, tu as beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont pas forcément conformes.
Et donc du coup, ça va permettre, je pense, d'avoir un peu plus d'utilisateurs qui utiliseront cette fonctionnalité. Ouais, j'ai vu sur LinkedIn, il y en a un qui est en train de tout rafler. Je sais plus c'est quoi le nom, mais ça Ouais, parle tout le ouais, ouais. temps. Bah, c'est sûr, bah, c'est vraiment la problématique d'aujourd'hui, c'est d'avoir un outil qui soit conforme et qui soit intégré dans tes process, parce que c'est Ouais, toujours pareil. T'as pas envie de, une fois que ta proposition ou ton devis est signé, t'as pas envie de tout retaper à la main pour sur ta la feuille. facture, quoi. Mhm. Voilà. Donc, on reste sur cet objectif de tout centraliser et du coup d'avoir des utilisateurs qui l'utiliseront, quoi. Ok, je voulais te demander, tu vois, tu t'attaques quand même à un gros projet. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter? Ouais, bah, je pense que comme beaucoup tous les 2, 3 mois. Non, mais blague à part, j'ai passé un an à développer l'outil en 2025 sans en parler. Finalement, je pense que ça a été une grosse erreur, mais bon, c'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Et quand on a lancé, bon bah, on a eu des bons échos, mais finalement, t'en as très peu qui ont passé à l'étape payante. Et je pense que ça a été le plus gros moment où j'ai eu envie d'arrêter, quoi, et de me dire bah ça marchera pas, on s'arrête, etc. Et au final, bah, quelques semaines après, j'ai plusieurs concurrents qui se sont lancés. Et donc du coup, je me suis dit bon bah j'étais tout seul, donc j'étais pas sûr qu'il y avait un vrai besoin, même si en soi on était plusieurs à le stipuler. Ouais, bien sûr. Là maintenant qu'il y a beaucoup de concurrents, je me dis ouais bon il y a un vrai besoin, donc on va accélérer et on va avancer, quoi. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu ta stack technique derrière Elevia, Ouais. donc pour faire tourner bah, le CRM, drag and drop, la totale, hein. Ouais, bah alors globalement, je pense que comme pour beaucoup de SaaS aujourd'hui, on utilise Supabase et Vercel. Donc Supabase sur la partie Mhm. surtout base de données et authentification. Vercel pour la partie endpoint API et mise en production. Après, derrière, en termes de langage, je suis sur du React, TypeScript, donc classique. Et là, je suis en train de développer le back-end, puisqu'en fait, 100% de mon back-end était sur Supabase. Et là, je suis en train de passer sur un serveur VPS Mhm. et de faire mon back-end en Next, pour intégrer notamment certaines features qui vont arriver et où bah, Supabase n'est pas suffisant, quoi. Il me faut un vrai back-end qui tienne la route. Bah oui, oui, bien sûr, pour un gros projet, un gros back-end. Ouais, c'est ça. Et puis, comme on va commencer à intégrer l'IA et tout ça, t'es obligé d'avoir un serveur qui tourne 24/7 et qui réponde à la moindre demande. Alors que Supabase, faut forcément faire des calls API qui sont pas forcément pertinents sur le moment, quoi. Ok, est-ce que tu as déjà utilisé des boilerplates? Non, non, Non. jamais, hein. Non, non, jamais. En fait, j'ai commencé à développer Elévia, je le développais en full code, et puis après, au fur et à mesure où l'IA a commencé à être pertinente, j'ai basculé bah, peut-être 80% du process de dev sur de l'IA, Mhm. donc un mélange entre du Cursor, du Claude Code et du GPT, hein. Et en fait, aujourd'hui, je pense que tu as 80-90% du code qui est généré par l'IA, et moi, je fais de la relecture, de la correction si besoin, mais j'ai pas eu besoin de boilerplate du coup. Ok, est-ce que tu aurais un conseil pour un développeur qui aurait peur de coder publiquement, on va dire, et d'en parler sur les réseaux? Ouais, bah alors globalement il faut le faire, faut pas faire la même erreur que j'ai faite, quoi. Principalement parce qu'en fait aujourd'hui à l'ère de l'IA, de toute façon c'est pas ton code et qui va faire la différence, c'est pas ton produit non plus, parce que je pense que aujourd'hui 100% des produits peuvent être copiés avec l'IA, plus ou moins bien, mais en tout cas ça peut être Mhm. copié. Par contre, ce qui fera ta grosse différence, c'est la communauté qui va te suivre, qui va te faire confiance parce que t'es stratège entre guillemets dans telle ou telle spécialité. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui compte le plus, c'est ta distribution, ton marketing et ta communauté. Donc en fait, il faut en parler dès le jour 1, même avant même d'avoir écrit une ligne de code, de manière à déjà valider ton idée. Parce que c'est le meilleur moment, c'est de la valider, même s'il y a code vite, ça serait dommage de coder pour rien. Et ensuite, ça aidera beaucoup pour le lancement, en fait, d'avoir une vraie communauté. Ouais, clairement, clairement. Est-ce que tu as une action en particulier là que tu vas mettre en place après notre appel euh, pour cette dernière semaine de mai pour aller Ouais. chercher justement plus de clients?
Ouais, bah déjà je vais poster des lignes magnettes hein, parce que j'en ai jamais posté et puis ça fonctionne très bien donc voilà. On va commencer par ça, ils sont prêts, il n'y a plus qu'à les poster et surtout je vais finir les campagnes de mail comme je te disais là j'en avais deux que je lance à partir de lundi. Faut que je tourne encore deux ou trois vidéos de démo de l'outil, enfin de certains modules qui vont aller dans ces campagnes mail et comme ça tout sera lancé dès lundi. Trop bien. Est-ce que tu as quelque chose que tu regardes tous les matins, une métrique en particulier, en te levant? Ouais, les nouveaux inscrits. Tous les matins, je regarde. Alors, des fois, tu as des pics. Des fois, t'en as zéro, mais des fois, j'ai des pics à quatre cinq nouveaux inscrits. Et comme j'ai tout un process derrière pour les remonter dans mon CRM, les contacter 3 jours après, maintenant, c'est ce que je faisais pas au départ, mais je le fais, je les appelle. En fait, 3 à 4 jours après leur inscription, je les appelle pour savoir comment ça se passe, s'ils ont besoin d'aide, etc. Et surtout, je les suis. Donc, en fait, je les contacte aussi par DM, etc. Et un peu tous les 2 3 jours pour les accompagner. Et en fait, ça, je pense que c'est ce qui va augmenter mon taux de conversion. Là, aujourd'hui, j'ai un taux de conversion qui est très faible, mais tous les utilisateurs que j'ai contactés m'ont dit, bah, l'outil est top, mais j'ai pas pris le temps de l'essayer. Ok, bah oui, ok, Voilà. je comprends. Est-ce que tu as une fonctionnalité que tu as envie de sortir là dans les prochains mois en particulier? Ouais, le MCP, comme tous les outils. Donc, globalement, je veux connecter mon Elevia aux IA classiques et permettre aux utilisateurs finalement de faire la plus grosse partie des utilisations d'Elevia directement depuis leur IA, sans qu'ils aient besoin de faire les choses manuellement. Ok, On va dire ok. ça. Du gros boulot. Ouais, là, je suis parti pour quelques semaines de dev. Ça fait une petite semaine maintenant que j'ai commencé. C'est ce qui m'amène à la migration d'ailleurs sur mon propre back-end hein, et mon serveur. C'est ce fameux MCP qui n'était pas possible du coup sur du Supabay, mais qui est nécessaire. Je vois beaucoup maintenant de personnes qui utilisent des CRM, qui les construisent dans les entreprises, qui arrêtent pas de dire de toute façon maintenant le futur c'est les MCP pour les CRM. Sans ça, les utilisateurs quittent le CRM quoi. Donc Ouais, carrément, ouais. ouais bah en fait faut automatiser au maximum parce que le plus gros défaut d'un CRM c'est d'avoir de la data qui est pas à jour. Et en fait t'as beaucoup de CRM c'est le cas puisque ta data bah tu la mets à jour manuellement. Hmm. Le MCP Des te fois, c'est lent permet. aussi. Ouais, c'est très lent, t'as beaucoup de choses et puis t'as beaucoup de features aussi qui sont pas forcément pertinentes pour tous. La petite PME, elle a pas besoin de 50 fonctionnalités dans le CRM. Par contre, elle a besoin d'avoir sa liste à jour, savoir quand est-ce qu'elle peut le contacter, le relancer, etc. Et en fait, tout ça, c'est facilité par l'IA. Mais pour ça, il te faut un MCP, il te faut une API publique aussi. Donc, finalement, c'est les deux features sur lesquelles je bosse pour automatiser au maximum Elevia, quoi. Ce qui est bien, par exemple, tu vois, notamment dans le domaine commercial, c'est, exemple concret, hein. Bon, pas Mm. tout le monde est fan de Notion, mais admettons, tu as un Notion comme CRM, Ouais, tu vas aller faire des recherches sur un client, et ben en fait, bah, vu que c'est connecté en MCP, bah, tu fais toutes tes recherches avec l'IA sur le client, toutes les infos qu'il y a sur Internet, et boum, ça va sur le Notion tout seul, sans que tu aies ouais. à faire des copier-coller, etc. Bah, c'est un peu ce sur quoi je travaille, c'est si tu veux, t'as ton MCP, donc déjà bon, ça te permet depuis Claude ou n'importe de dire crée-moi tel lead et ça le crée et comme ça t'as pas l'action Mm. manuelle à le faire. Mais c'est aussi les champs automatisés sur le CRM que je développe de manière à ce que bah typiquement si t'as un lead qui a posté sur LinkedIn, en fait ce post va remonter dans le CRM Elevia. Et donc du coup, tu vas pouvoir interagir dessus. Et surtout, ça va calculer un petit peu le pourcentage de chance de signaux de vente finalement. Et donc toi, ça va te permettre de savoir est-ce que c'est le bon moment ou pas pour lui vendre ton offre ou pour le relancer sur ton offre. Mm. Voilà. Et en fait, c'est un peu tout ça ce sur quoi je travaille là en ce moment. Ok, ok. Bah écoute, je te remercie pour l'échange. Est-ce que tu as un mot de fin? Bah, de tester les biens, hein, on va dire ça. Allez, c'est parti. Merci. Eh ben écoute, je te dis salut Raphaël, hein, très bientôt. Ben, merci à toi et puis à Ouais, bientôt. allez. Tac.